avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Et si les mots, leur sens et notre façon de les utiliser étaient les clés pour nous permettre d'avancer vers un monde plus inclusif et égalitaire? Une réflexion que nous avons déjà commencée dans l'épisode hors-série numéro 2 avec Noémie Delattre et qui va ici trouver une suite grâce à une rencontre passionnante que j'ai pu faire lors du festival Le Printemps des Fameuses à Nantes. Dans cet épisode, je reçois Raphaël Haddad, docteur en analyse du discours, enseignant à Paris 1 et Sciences Po Paris, fondateur de l'agence de communication Mots-Clés et passionné par la façon dont les mots changent le monde, ce qui l'a amené à travailler sur l'écriture inclusive. J'ai aussi le plaisir de recevoir Clémentine Autobruck, consultante en communication, spécialisée sur les questions d'écriture et de communication inclusive. Après un master en études de genre, elle a rejoint l'agence Mots-Clés pour réaliser une thèse sur les sujets d'écriture inclusive et les effets que cela aura sur les institutions qui l'adoptent. Il y a peu, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux les questions que vous vous posez sur le sujet de l'écriture inclusive afin de les poser dans cet épisode. En voici quelques-unes. Comment l'utiliser sans rendre la lecture trop lourde? Est-ce qu'il faut utiliser elle, il ou introduire le pronom yel? Quel impact sur les personnes 10? Qu'est-ce que je risque à utiliser l'écriture inclusive en tant qu'enseignante? Comment en parler aux enfants? Pourquoi ce sujet pose autant de problèmes? Il y a eu beaucoup de questions, j'ai pu toutes les poser, et je vais commencer par la première qui est quand même une question de définition pour savoir de quoi on parle. C'est quoi l'écriture inclusive? Je vous souhaite une très bonne écoute. La meilleure réponse qu'on puisse donner en une phrase, l'écriture inclusive, c'est un ensemble de moyens destinés à faire progresser l'égalité en changeant notre manière d'écrire. C'est ça la meilleure manière dont on puisse répondre. Dans cette approche, c'est plus exactement un ensemble d'attentions éditoriales, des attentions graphiques, des attentions sémantiques avec l'utilisation des noms de métiers au féminin, des attentions syntaxiques avec les questions sur les accords de majorité, etc. On va reparler de tout ça très en détail dans les prochaines minutes ensemble. Mais globalement, voilà la vocation de l'écriture inclusive. Il y a une réflexion, une idée qui est cardinale dans ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, c'est un moyen d'agir sur la société, de transformer la société par une réflexion et un travail sur les mots. Donc en fait, la question du langage n'est pas la finalité de l'écriture inclusive, c'est un moyen pour mettre au travail le social, la société dans laquelle nous vivons. C'est ça qui est important de retenir dans les démarches qui caractérisent l'écriture inclusive dans son extraordinaire diversité. Ok, donc si je comprends bien, parce que c'est marrant, hier soir, juste, je me faisais la réflexion avec un groupe d'amis, quand j'ai parlé d'écriture inclusive, ils m'ont dit « Ah, tu vas pas commencer à nous faire chier avec ton point médian ». Donc pour le coup, c'est un petit peu plus que le point médian quand même. C'est beaucoup plus que le point médian. On peut même dire de manière un peu provocatrice qu'on peut avoir une écriture parfaitement inclusive sans ne jamais utiliser le point médian si on y est allergique. C'est tout à fait possible. Moi-même, dans ma pratique, j'ai une utilisation très parcimonieuse de ce point qui a fait l'objet de beaucoup de critiques ou de questions ces dernières années. Pour autant, la démarche relative à l'écriture inclusive va bien au-delà de ce point, et même ce point n'est pas indispensable à une écriture parfaitement inclusive. Ok, merci. Et vous dites que ça, c'est un outil qui peut servir à transformer la société, le social. Selon vous, alors Clémentine ou Raphaël, en quoi est-ce que l'écriture inclusive, pour le coup, c'est un outil pour améliorer l'égalité entre les genres? Merci pour cette question, parce qu'on a tendance à dire que c'est un sujet trivial ou accessoire, alors que ça a des véritables effets pour l'égalité. Déjà, je pense qu'il faut expliquer pourquoi, en l'état, l'idée du masculin qui l'emporte sur le féminin génère des inégalités. Ça n'a pas toujours été la norme. Jusqu'au XVIIe siècle, les locuteurs et locutrices du français emploient autant le féminin pour parler des femmes et le masculin pour parler des hommes. Donc voilà, déjà, il y a des raisons sociales et politiques au fait qu'on emploie d'abord le masculin par défaut. L'écriture inclusive va bien renverser ce postulat de base. Ensuite, il y a des raisons psychologiques qui sont importantes à prendre en compte. On a plus de 40 ans d'études en psycholinguistique qui se sont intéressés à la question de comment notre cerveau va interpréter un mot au masculin qui est utilisé donc par défaut pour désigner un groupe mixte. Et ce qui est assez surprenant dans le champ académique, c'est qu'il y a consensus sur le sujet. Toutes les études pointent vers, à peu de chiffres près, les mêmes résultats, qui est que
l'écriture inclusive, elle va inciter à citer 3 fois plus de femmes, jusqu'à 3 fois plus de femmes que un masculin. C'est-à-dire que si je lis un mot au masculin, je vais avoir plus d'images d'hommes en tête que de femmes. C'est des résultats qu'on a pu renouveler il y a pas longtemps. Du coup, au sein de l'agence Mots-Clés, on a réalisé une étude avec Google sur le sujet. Donc, on a demandé à 3 groupes distincts, soit de nous citer 2 écrivains, soit 2 personnes célèbres pour leurs écrits, soit 2 écrivains ou écrivaines. Voilà, donc dans le premier cas, on avait seulement 10% de femmes citées et 32% dans le troisième cas. Mais donc, du coup, comment ça se traduit concrètement sur les questions d'égalité? Parce qu'en fait, ce biais cognitif qu'on a, cette tendance à se représenter plus d'hommes que de femmes, ça va avoir des incidences sur notamment les trajectoires professionnelles des femmes et des hommes. Là encore, il y a beaucoup d'études sur le sujet qui montrent notamment que dès l'orientation scolaire, les petites filles vont moins se projeter dans des métiers qui sont présentés au masculin qu'au féminin, au même titre que les petits garçons vont moins se projeter dans des métiers présentés au féminin qu'au masculin. Ça va même avoir des incidences sur la confiance des jeunes en leur capacité à entreprendre les études pour faire ces métiers. Ensuite, même si on décale, on regarde au niveau des candidatures, on a le même effet. Donc, les femmes voudront moins postuler à des postes qui sont présentés au masculin. Et à l'embauche, ensuite, lors d'un recrutement, si le titre de métier, par exemple, pour une position de leadership est présenté au masculin, même si les candidates et les candidats ont les mêmes compétences, le même profil, eh bien la personne en charge du recrutement va avoir tendance à favoriser les candidats quand le poste est présenté au masculin. Donc voilà, l'écriture inclusive, ça permet de rééquilibrer tout ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de toutes les implications que ça peut avoir. Moi, je garde toujours en mémoire, quand on me dit le masculin l'emporte sur le féminin, cette image tirée d'un livre de grammaire où il y avait un petit garçon d'un côté et 2 ou 3 filles de l'autre, et c'était pour illustrer la règle de grammaire, alors qu'on voit bien que visuellement, c'est quelque chose qui choque profondément et que ça instaure déjà un vrai déséquilibre dans la société, dans les représentations qu'on se fait des rapports entre les genres. Merci pour vos réponses à ces 2 premières questions. On va passer aux questions qui ont été posées via Instagram, que j'ai remontées de ma communauté. Et donc, on y va avec une question qui, en effet, est revenue aussi assez souvent. Comment utiliser l'écriture inclusive sans rendre la lecture trop lourde? Alors là, certainement qu'on parle plutôt des doublés, de la double flexion, donc le fait de décliner à la fois le féminin et le masculin, par exemple les autrices et les auteurs. Puisque comme le disait Raphaël, il y a plein d'autres manières de faire de l'écriture inclusive qui génèrent pas cette impression de lourdeur. Alors là, du coup, une première piste, ça va être justement de varier les différentes techniques pour éviter la répétition. Maintenant, on est vraiment sur une question d'habitude. Plus on est confronté à des doublés, justement, moins on a cette impression de lourdeur avec le temps. Est-ce que parce que vous utilisez l'exemple avec autrice et auteur, est-ce que il y a un truc, je crois, qui s'appelle les néologismes, c'est ça, dans l'écriture inclusive? Est-ce que pour le coup, le fait de dire, par exemple, auteurice, c'est quelque chose qui est alourdi, ou c'est quelque chose qui est refusé aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui s'assimile assez vite quand on essaie de l'utiliser? Alors, on peut dire plusieurs choses à ce sujet. D'abord, globalement, c'est une formulation qui est une formulation aujourd'hui qui est portée par 2 types de demandes sociales. D'abord, une réflexion relative à l'écriture inclusive au sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de plus en plus un sujet qui est porté par les personnes qui veulent mettre au travail la langue et par là la société sur la bonne prise en compte des personnes qui se considèrent comme non-binaires, les personnes qui sont non-binaires. Et donc, ce type de formulation, les mots transgenres, vont permettre de considérer, de reconnaître l'existence de cette identité de genre-là et de lui assurer une reconnaissance dans l'espace social, notamment au travers de ce travail. Ceci étant dit, et une fois qu'on observe l'exploration que ça représente dans la langue, et la langue avance par exploration, essais, erreurs successifs, ça vient poser un certain nombre de questions. D'abord, à l'instant où on parle, c'est de toutes les modalités de l'écriture inclusive, celle qui est la plus réprouvée. On a, dans la petite étude à laquelle Clémentine faisait référence tout à l'heure, l'étude qu'on a réalisée avec Google, on a 79% de la population française qui se déclare défavorable à cette modalité-là spécifiquement. Là où, pour donner un autre point de vue, on en a plus de 50%, 56% exactement, qui sont favorables à la féminisation des noms de métiers. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose qui est importante, c'est que, en fait, moi, je me situe sur un lieu et sur un canal qui est un peu particulier sur ce sujet. Ce qui m'intéresse, moi, prioritairement, c'est l'écriture institutionnelle. C'est la manière dont les personnes qui écrivent au nom d'un collectif rédigent. Parce que, en fait, je considère qu'il faut travailler cette question d'abord et avant tout, ou prioritairement, ou en tous les cas aussi, à minima, disons, dans les lieux qui produisent de l'inégalité. Or, les lieux qui produisent de l'inégalité, c'est en effet l'école, avec ce qui peut nous être enseigné, c'est les organisations qui sont des lieux de production d'inégalité, en particulier d'inégalité professionnelle, etc. Et donc, il est important de mettre au travail ces questions-là dans les lieux, dans les manières d'écrire de ces institutions. Or, je ne sais pas, Cédric, si vous êtes à votre compte ou si vous écrivez pour une institution, mais on imagine mal à ce stade quelqu'un décider d'écrire dans son coin au nom de l'entreprise qu'il représente bonjour à tous, par exemple. Ça paraîtra pour le moins audacieux, si ce n'est, on peut penser qu'il se fera immanquablement reprendre ou par sa hiérarchie ou par le public auquel il s'adresse en disant globalement, c'est pas un mot qui est attesté. Donc ça vient poser des questions comme ça de négociation avec un ordre social. Évidemment, l'ordre social, ça bouge, donc on peut parier que dans quelques années, ça sera plus communément admis. À ce stade, au moment où on parle, ce sont des formulations qui restent assez largement réprouvées. Un petit correctif que Clémentine m'a fait passer. La féminisation des noms de métiers, c'est non pas 56%, j'ai inversé les deux chiffres, c'est 65% en réalité. Donc on est face à une option qui est aujourd'hui assez largement acceptée par la population française. Alors, pour le coup, ça rejoint un petit peu la deuxième question qui nous a été posée. S'agissant des pronoms, justement, il y a ce fameux IEL qui est arrivé. Donc, une question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il faut utiliser elle, il, ou est-ce qu'on doit introduire IEL? Alors oui, Raphaël a largement répondu à cette question. Donc, dans l'idée, ça dépend, parce qu'on peut utiliser le IEL comme une contraction de elle et de il, auquel cas, si on se réfère à des femmes et des hommes dans un cadre institutionnel, autant privilégier le elle ou il, elle et il. Maintenant, effectivement, si vous avez une personne non-binaire face à vous qui utilise ce pronom, dans une logique de respect, d'autodétermination de l'identité des personnes face à vous, vous pourrez utiliser le il dans ce cas-là. On a eu des cas assez intéressants. Je vous raconte un cas. Par exemple, on a accompagné il y a quelque temps une structure qui prend en charge une maladie qui est plus fréquente. Je crois que c'était la tuberculose. Il y a en France encore des centres qui prennent en charge des personnes en situation de tuberculose, qui ont les tuberculeux et tuberculeuses, et qui nous a expliqué que globalement, c'est pour des raisons que j'ignore, je ne suis pas rentré dans les détails, une maladie qui a une forte prévalence au sein des populations transgenres. Et qui nous a donc expliqué que pour eux, il y avait un vrai sujet sur l'utilisation du bon pronom. Parce qu'en fait, pour ces personnes-là qui étaient globalement éloignées des systèmes de santé, le fait de déjà de venir dans un centre de santé était quelque chose d'important et que pour eux, c'était très important donc de signaler une forme de considération, de bien faire leur travail de santé publique, c'était un centre public, en utilisant un pronom qui reconnaissait l'identité de ces personnes-là. Donc c'est le genre de choses que l'on peut avoir, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut souvent s'arrêter à un débat public, à un débat d'idées, considérer que tout ça c'est une abstraction, que c'est comme je l'entends parfois pour s'en moquer, discuter du sexe des anges, etc. En réalité, il y a aussi derrière des enjeux de reconnaissance d'identité, de mouvements sociaux, de prise en charge de populations qui ont besoin d'être prises en charge en termes de soins, à l'image de ce que je viens de dire. C'est aussi tout ça qui se joue au travers des enjeux relatifs à l'écriture inclusive, y compris dans les formes qui peuvent être les formes les plus réprouvées, telles que je l'exprimais tout à l'heure. Ce que vous dites, ça me rappelle, on est en période post-électorale de la présidentielle, arrive la période électorale législative. Ce que vous évoquez là, ça me rappelle le fait que sur les réseaux sociaux, j'ai vu des témoignages de personnes transgenres, justement, qui expliquaient à quel point il y avait des sujets de mégenrage par rapport aux pronoms qu'on peut utiliser quand elles se déplacent dans les institutions. C'est vrai que moi, j'en avais pas conscience. Et donc là, typiquement, dans ces cas-là, ça peut être intéressant, quand on est l'institution, de au moins se poser la question de ce qu'on va mettre en place ou pas, si je comprends bien, quoi. Oui, c'est ça. Je veux quand même apporter une petite réserve, toutefois, parce que moi, je vois un glissement sur ce sujet, et pour le coup, il y a une tradition philosophique, une tradition politique à laquelle je souscris à 100%, et une autre qui me met un peu moins à l'aise. Et donc, je voudrais m'exprimer sur cette nuance, parce qu'elle me paraît importante. Globalement, l'enjeu de l'écriture inclusive, c'est de mettre au travail la société pour produire plus d'égalité.
Donc la langue est un moyen, l'égalité est une finalité. Il y a aussi des traditions dans l'écriture inclusive, notamment des traditions américaines par exemple, qui considèrent que l'enjeu est de bien reconnaître, de faire en sorte que les gens se sentent reconnus dans la langue. Alors on peut penser évidemment que la bonne reconnaissance des gens dans la langue est un instrument de l'égalité, mais globalement c'est quand même deux traditions politiques différentes. Donc ce que je veux dire, c'est que derrière le même moyen, on peut avoir des motivations qui sont très différentes. Et autant moi par exemple, je souscris à 100% totalement au fait que par la langue, on peut faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, ou entre les femmes et les hommes, et le continuum des identités de genre entre elles. Autant je ne suis pas d'accord avec la surenchère qui consiste à se demander si les gens se sentent un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout bien représentés dans la langue. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon sujet. Et je pense même que c'est une bataille qu'il faut être capable de dénoncer, quand bien même on est favorable à l'écriture inclusive, ce qui est mon cas. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Question suivante qui nous vient d'Instagram et qui a été posée beaucoup de fois. Quel impact sur les personnes 10 ? L'apprentissage du français étant déjà complexe, comment l'utiliser sans les gêner ? Très bonne question. Alors, on peut dire 2-3 choses. La première, c'est qu'il y a en ce moment beaucoup de travaux sur ce sujet, qui sont notamment portés par quelqu'un qui s'appelle Pascal Gigax, qui est psycholinguiste à l'Université de Fribourg et qui, avec une petite équipe, mène en ce moment un certain nombre de travaux sur ce sujet. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore très documenté. Pour l'instant, on a eu des paroles d'experts et d'expertes sur ce sujet, des organisations qui représentent les personnes en situation de dyslexie, etc. Mais on n'a pas eu encore de travaux véritables. Ça, c'est le premier élément. Donc, on aura bientôt plus d'informations. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que le problème fondamental du français par rapport à d'autres langues, c'est, désolé de faire une petite parenthèse un peu scientifique, c'est le hiatus entre ce qu'on appelle la graphie, c'est-à-dire la manière dont les mots sont écrits, et la phonie, c'est-à-dire la manière dont on les prononce. Par exemple, si je prends le mot oiseau, il n'y a pas une lettre qui se prononce comme elle s'écrit. C'est vrai. Et en fait, la langue française est construite comme ça. Vous avez quelques dizaines de graphèmes et plusieurs centaines de phonèmes. Donc, à partir d'une même structure, d'un nombre limité de graphèmes, vous pouvez produire des sons très différents en fonction de leur combinaison, de leur ordre, de ce qu'il précède, de ce qu'il suit, de est-ce qu'il y a un accent dessus ou pas, etc. Bon. Ça, c'est source d'une extraordinaire complexité pour les personnes, pour toute une partie des personnes en situation de dyslexie, parce que précisément, il y a un décalage fort entre la graphie et la phonie qui crée de la confusion. Ce qu'on peut dire de ce point de vue, une fois qu'on a dit tout ça, c'est que globalement, l'écriture inclusive a juste rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture inclusive, c'est au contraire peut-être même une manière de faire en sorte qu'un masculin qui peut être tantôt générique, tantôt masculin expressément, devienne que masculin expressément, et que si en fait on est face à une population mixte, on utilisera les deux genres, ce qui est une manière de rendre la langue un peu plus, j'aime pas l'expression et je me ferai sans doute reprendre par les linguistes qui m'écoutent, mais un peu plus immédiate, un peu plus transparente dans ce qu'elle désigne, sans avoir à gérer ce type de confusion intrinsèque au code. Après, est-ce que c'est un élément, donc ça c'est la première chose que l'on peut dire sur la dyslexie. Après, est-ce que c'est quelque chose qui alourdit la langue, l'écriture inclusive dans sa diversité ? Évidemment, c'est des spécificités, ce sont des usages qui réclament d'être appris, d'être enseignés. Mais en fait, ça respecte aussi très souvent les intuitions. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit garçon de 6 ans et un autre qui en a 3. Et en fait, pour eux, évidemment, le féminin de pompier, c'est pompière. Et en fait, leur expliquer que du point de vue de la langue française et de l'académie, le féminin de pompier, c'est pompier, mais le féminin de boulanger, c'est bien boulangère en revanche, c'est quelque chose qui est proprement incompréhensible et qui montre bien qu'il n'y a pas de réalité sémantique derrière ces sujets. En fait, il y a des questionnements qui sont des dynamiques de société. C'est qu'en fait, le mot pompier est un peu plus noble, un peu plus masculin que celui de boulangère. Donc en fait, pour pompier, on garde le masculin, mais pour boulangère, il n'y a pas de problème. Et qu'en fait, la langue est construite comme ça. Donc, féminiser, adopter l'écriture inclusive, c'est aussi une manière de respecter les intuitions spontanées de la langue de toute une partie de la population. Je suis en ce moment dans un moment de ma vie où je suis bien placé pour m'en rendre compte. Je confirme totalement, j'ai les mêmes échanges avec ma fille qui a bientôt 4 ans. Et c'est vrai que ce genre d'incohérence, elle les relève tout de suite. Je pense aussi que derrière cette question, il y avait le sujet, encore une fois, de ce fameux point médian, je pense, au niveau de la lecture. Mais nous allons voir dans la suite que, vous l'avez déjà un petit peu expliqué,
que l'écriture inclusive, c'est bien d'autres choses que ça. Et donc, on va pouvoir avancer. Et là, j'ai une question c'est vrai, qui était importante. C'est vrai que ça a fait débat un petit peu dans la société, notamment au niveau du corps enseignant. La question étant la suivante, qu'est-ce que je risque à utiliser l'écriture inclusive en tant qu'enseignante? Aujourd'hui, il y a une circulaire qui est la circulaire Blanquer, qui prescrit la bonne manière dont ces sujets doivent être travaillés par l'éducation nationale. Alors, je laisse à chaque enseignant la responsabilité individuelle de savoir ce qu'il ou elle fait des circulaires qui sont émises par l'éducation nationale. Je crois que c'est déjà tout un champ de possibilités en lui-même. Mais si on décide d'y souscrire scrupuleusement, si on est très à cheval sur le fait que quand il y a une circulaire d'État, quoi qu'on en pense, il faut la respecter en tant qu'enseignant ou enseignante, elle nous dit, il faut utiliser la féminisation des noms de métiers. Donc en fait, globalement, c'est écrit noir sur blanc sur la circulaire Blanquer que lorsqu'on est face à une personne qui est une femme qui occupe une fonction, il faut utiliser la forme féminine du nom de métier pour l'ensemble des noms de métiers, sans exception aucune. Ça, c'est la première chose que nous dit cette circulaire. Elle nous dit une deuxième chose plus intéressante encore et totalement inédite, c'est que lorsqu'on est face à une population mixte, il faut utiliser les deux genres. Et l'exemple qui est donné dans cette circulaire, c'est, par exemple, ne dites plus les inspecteurs de l'éducation nationale, mais dites les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Ce qui reconnaît donc que le masculin ne peut pas avoir de valeur générique. Et ça, c'est absolument inédit. Elle dit enfin que le point milieu doit être proscrit. Donc voilà ce que la circulaire Blanquer dit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, moi, je vais à rebours de l'idée que Blanquer aurait interdit l'écriture inclusive. En fait, il a fait davantage, d'une certaine manière, pour faire progresser ses pratiques dans l'espace de l'éducation nationale que beaucoup d'autres personnalités publiques et politiques avant lui. Bien que, sans doute, s'il m'entendait, il réprouverait cette idée-là. Mais en fait, il a été le premier politique de l'histoire française récente, de la Ve République, à dire, face à un groupe mixte, il faut utiliser les deux genres. C'était jamais arrivé avant lui. Et c'est aussi une formidable avancée du débat public, au point où même quelqu'un qui se déclare contre considère que là, il y a un certain nombre de problèmes. C'est aussi à ces choses-là qu'on observe les avancées et les transformations de société. Une dernière chose qui n'est pas dans la circulaire, mais qu'il faut aborder pour les enseignants et enseignantes qui nous écoutent, et pour être complet, c'est la question de l'accord du masculin et de la fameuse règle, le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, moi, c'est un sujet que je connais bien parce que, en fait, il y a tout un décalage entre la manière dont cette règle est enseignée aujourd'hui et codifiée dans les livres, dans le Becherel, le Bled, etc., pour en citer quelques-uns, et la manière dont ce sujet existe dans la société française. Globalement, si vous ouvrez, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, vous lirez qu'il y a des droits et des libertés fondamentales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle de proximité, mais il y a une convention de proximité qui, pour des raisons liées aux sonorités, à ce qui est logique et phonologiquement plus correct, plus fluide, est totalement dans les usages. Vous pouvez trouver, par exemple, on dira toutes celles et ceux, on ne dira pas toutes ceux et celles, par exemple, etc. Donc il y a tout un tas de pratiques comme ça dans la langue qui témoignent de ce qu'on peut appeler une convention de proximité. Donc moi, ce que je dis à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas se poser la question de changer la règle par une autre, si l'on est, comme je le suis moi, attentif à avoir une écriture inclusive imparable du point de vue des personnes auxquelles on pourrait avoir à référer. Mais par contre, on peut s'autoriser, il y a plein d'interstices qui montrent qu'à l'évidence, il y a entre la règle apparente de le masculin l'emporte sur le féminin et les usages où il y a beaucoup d'accords de convention de proximité, toute une marge de manœuvre qui mériterait aussi d'être enseignée aux enfants. Donc c'est ça que je termine sur ça, en disant que globalement, on peut aussi montrer au travers d'exemples, en respectant absolument et sa position d'enseignant ou d'enseignante et la langue française et l'éducation nationale, que dans les usages de la langue, il y a beaucoup de situations où on utilise une convention de proximité. Voilà, j'étais un peu long, j'espère que ça intéressera quand même les personnes qui nous écoutent. Moi, en tout cas, je trouvais ça très intéressant et je ne doute pas que l'auditoire y sera sensible. Je vais ouvrir une petite parenthèse quand même parce que c'est quelque chose, ça fait plusieurs fois là qu'on parle de féminisation des noms de métiers. Mais en fait, comment est-ce qu'on féminise correctement un nom de métier ? En fait, techniquement, on pourrait parler d'usage des termes féminins plutôt que de féminisation, puisque, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au XVIIe siècle, la question ne se posait pas, on utilisait instinctivement, habituellement, par convention, des termes féminins pour se référer aux femmes et du masculin pour se référer aux hommes. Donc en fait, si on veut être très clair, pour créer un nom,
on part d'un radical et on ajoute un suffixe soit masculin, soit féminin. La notion de féminisation, elle induit un peu en erreur. On pourrait se dire qu'on part d'un masculin pour créer un féminin, mais c'est pas tout à fait ça qui se joue. Maintenant, on peut apprendre les binômes de suffixes féminin-masculin pour justement ne plus être confronté à des situations où on ne trouverait pas un terme féminin. Donc, par exemple, on peut savoir que le pendant féminin de teur, c'est tris, de heure, c'est euse. Voilà. Donc, simplement une question d'habitude, d'entraînement par rapport à l'intégration de ces suffixes. On est toujours sur un... Est-ce qu'il y a une règle pour le coup qui existe comme ça pour savoir qu'est-ce qui s'applique en fait? Et qu'est-ce qui finit en tris, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors la règle de grammaire pure et dure, mais qui est un peu sophistiquée, mais faut passer par ce qu'on appelle le participe présent. Et en fait, si le participe présent existe, par exemple, le verbe chanter, c'est chantant. Donc en fait, le féminin de chanteur, ce sera chanteuse, parce qu'il y a un truc qui existe. Maintenant, si je prends un autre exemple, le verbe directer n'existe pas. Directant, ça ne veut rien dire. Donc en fait, comme directant ne veut rien dire, alors le féminin de directeur, ce sera directrice. Donc ça réclame de faire un petit détour par le participe présent, si vous voulez connaître la règle. Dans les faits, quand on est locuteur et locutrice du français, on a parfaitement intégré tout ça sans nécessairement se souvenir de la règle, qui est pourtant enseignée au collège pour savoir structurer les choses. Maintenant, il y a un autre sujet qui est beaucoup plus important, c'est qu'on voit arriver dans la langue tout un tas de féminins. Par exemple, on va rajouter un « e » à la fin des mots, mais qui ne va pas s'entendre. Par exemple, entrepreneur-eux et pas entrepreneuse. Par exemple, chercheur, professeur-eux et pas professeuse, etc. Ouais. Moi, je plaide, convaincu d'ailleurs par les arguments d'Eliane Viennot, qu'il faut qu'on cite, parce qu'elle a joué un travail et elle joue un rôle essentiel sur ce sujet, pour le retour aux formes traditionnelles du français sur ce sujet. Tout simplement parce que je ne veux pas qu'au nom de l'écriture inclusive, on continue de créer, de truffer la langue d'exception. Je veux revenir à des formes qui sont les formes que nos enfants vont intuitivement ressentir et proposer. Donc en fait, le féminin des mots en heure, c'est euse. Il n'y a pas de féminins qui sont en EUR et de féminins qui sont en EURE. Voilà, point. Et avec ça, on a un truc simple. Donc le féminin de professeur, c'est professeuse. Le féminin d'ingénieur, c'est ingénieuse, etc., etc. C'est pas parce qu'on n'en a pas l'habitude à l'instant où on parle que ça n'est pas les bons mots. La preuve, le mot autrice, qui est en train d'être devenu un mot communément admis, était il y a encore 5 ans un mot qui paraissait tout à fait baroque aux gens qui l'entendaient. Il a fallu que le monde commence à utiliser le mot autrice pour que autrice se répande comme quelque chose avec lequel, de manière plus apaisée, avec lequel on pouvait être d'accord de manière plus apaisée. Une autre bonne raison aussi d'utiliser ces suffixes qui sont audibles, c'est justement la question de rendre notre communication inclusive aussi à l'oral. Au moins, on entend ces féminins et on n'a pas cette question de, voilà, si je dis les auteurs et les auteurs à l'oral, ce serait un peu confusion, non ? Tout à fait, je vous rejoins complètement. Je passe à la question suivante qui demande, est-ce que ça concerne que les adultes et comment est-ce qu'on en parle aux enfants ? Ce matin, j'étais en télétravail et mon fils qui a 6 ans, qui est en CP, vient me voir tout fier en me disant hey, papa, tu sais quoi, il y a une faute dans le livre Pokémon. Ils ont mis un fin au lieu de mettre une fin. Et je lui dis, ah oui, viens, montre-moi. Et donc là, il ouvre et en fait, la phrase, c'est un fin stratège. Et donc, me voici lancé dans la différence entre le mot fin comme nom et le mot fin comme adjectif, qui dans un cas s'accorde et dans l'autre cas ne s'accorde pas. Je donne cet exemple pour peut-être élargir la question de l'écriture inclusive. Globalement, la question qui est posée pour moi au travers de cet exemple, c'est comment transmettre à des enfants qui sont dans un moment d'apprentissage des codes qui peuvent être parfois très sophistiqués. Moi, j'ai choisi, à titre personnel, vis-à-vis de mes enfants, de leur expliquer ça comme je le ferais avec un adulte. C'est mon choix personnel. Alors, j'essaye évidemment de choisir des mots qui ne sont pas conceptuellement trop compliqués non plus. J'essaye d'être sur un niveau de langage qui est le leur. Je ne suis pas dans une présentation académique. Mais en revanche, je choisis de leur présenter les règles, etc., comme elles se font. Donc, je vais passer par de l'exemple, etc. C'est mon choix personnel.
Il y a sur ce sujet précisément, d'après ce que j'ai observé, maintenant pour répondre plus particulièrement à l'écriture inclusive, il y a quelque chose d'assez chouette dans ce sujet, c'est que globalement, on se rend très vite compte qu'il y a aussi quelque chose qui prend les enfants au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu sur le féminin des noms de métiers qui s'entend, etc., peut aussi avoir un côté très ludique avec lequel les enfants s'amusent. Une anecdote pour terminer. J'ai travaillé il y a quelques années, une fille qui écrit des contes pour enfants m'avait demandé de réécrire une comptine qu'elle avait écrite dans le livre pour enfants qu'elle était en train d'écrire, qui s'appelait Du chocolat dans mon grenier de mémoire. Il y avait des enfants qui chantaient, et en fait, dans le chant, ils jouaient avec boulanger, boulangère, meunier, meunière, et puis le garçon disait galet et l'autre disait galère, et en fait, ils jouaient sur le fait que galère n'est pas le féminin de galet, etc. Donc, il y a aussi toute une dimension ludique avec laquelle on peut jouer sur ces sujets et qui permet aussi de trouver, moi, un des trucs qui me touche le plus dans ma relation à mes enfants, c'est la joie que procure la connaissance du langage en général et la manière de découvrir le langage. Quand on est tout petit, au fur et à mesure des années, lorsqu'on grandit, c'est pour moi une joie imprescriptible, enfin indescriptible et imprescriptible aussi. Et voilà, et je pense qu'on peut aussi en faire un terrain de jeu dans la relation qu'on a avec ses enfants, que ce soit les siens ou que ce soit ceux dont on a la charge quand on est dans une classe. Je vais ramener une remarque personnelle sur cette question. C'est quelque chose que je répète souvent dans ce podcast, c'est que nos enfants deviennent deux choses, telles que nous les voyons et telles qu'ils nous voient. Et je pense qu'une des manières les plus simples de leur transmettre naturellement un élément comme l'écriture inclusive, c'est tout simplement d'essayer de la pratiquer devant eux et un petit peu tout le temps. Et ça va venir naturellement. Question suivante, on va commencer les questions qui vont un petit peu mettre à mal le sujet. Pourquoi est-ce que ça gêne autant de monde, ce sujet de l'écriture inclusive ? Plein d'hypothèses. Je vais laisser Clémentine vous exposer quelques hypothèses qui sont des hypothèses individuelles et psychosociales. Moi, j'ai des hypothèses politiques, collectives, pour ma part. L'hypothèse collective, c'est qu'en fait, ce qu'on vient interroger, c'est les mécaniques de distribution du pouvoir. En fait, quand on dit, mais excusez-moi, il n'y aurait pas un petit problème au fait que tous les noms de métiers sur le site de la police nationale sont au masculin générique, sauf un, femme de ménage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison ? C'est vrai, hein, vous pouvez le faire, le test. Si vous voulez préparer votre plainte, vous savez, maintenant, il faut préparer une plainte en ligne avant d'aller au commissariat pour avoir plus qu'à signer au commissariat et aller plus vite. Vous devez choisir un nom de métier. Il y a des centaines de noms de métiers. Il y a par exemple 18 variétés du mot fonctionnaire. Fonctionnaire territorial, fonctionnaire judiciaire, etc., etc. Ils sont tous au masculin générique ou épicène. Il y en a un qui est au féminin générique, c'est femme de ménage. Et quand on vient dire, enfin, excusez-moi, mais il n'y aurait pas un petit problème là sur la manière dont la langue est construite, sur les usages que nous en faisons ? Est-ce que ce ne serait pas une manière commode d'entretenir des systèmes de domination, etc. En fait, ce qu'on vient interroger, c'est les mécaniques de distribution du pouvoir. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça gêne, évidemment. Parce qu'en fait, la langue française est un formidable instrument de domination. C'est vrai pour l'écriture inclusive, sur l'égalité femmes-hommes, mais c'est vrai aussi au-delà. Le français de France et l'espagnol d'Espagne sont probablement les deux langues qui ont le plus œuvré à la classification de la société par la langue. Globalement, vous voulez connaître la classe sociale d'une personne, son niveau de CSP, etc., vous l'écoutez parler, parce que la langue française a été tellement codifiée que, en fait, c'est une très bonne manière de connaître ce qu'on appelle en linguistique, par exemple, la littératie, c'est-à-dire la maîtrise des usages et des codes relatifs à une langue. Et la langue française, le français de France en particulier, a poussé ça davantage qu'aucune autre langue dans le monde, à l'exception probablement de l'espagnol d'Espagne. Il y a une raison, c'est que ce sont les deux pays où il y a une académie chargée de veiller au grain de la langue. Donc en fait, on en a fait un instrument proprement politique. Et ça, c'est vrai, c'est très vrai pour le français de France. Donc c'est aussi ça qu'on vient interroger au travers de la réflexion relative à l'écriture inclusive, c'est comment on redistribue le pouvoir par la langue. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse définition. C'est la première fois qu'on entend le mot épicène dans le podcast. Si on peut avoir une définition, s'il vous plaît. Un terme épicène, c'est un terme qui est indéfini du point de vue du genre, c'est-à-dire qu'en fait, on peut autant l'utiliser pour une femme, pour un homme, pour une personne non binaire. En fait, il ne vient pas spécifier le genre. Donc, par exemple, le mot journaliste, élève. Mais dans ces cas-là, quand on utilise les mots épicènes, c'est important de bien venir accorder les adjectifs, les pronoms, tous les mots qui sont autour pour pas qu'on les interprète comme des masculins. Le mot enfant est épicène alors aussi ? Oui. Oui. Okay.
Un ou une enfant, tout à fait. Et il y a un très beau roman qui s'appelle Les prénoms épicènes, puisque le mot épicène était avant toute la polémique sur l'écriture inclusive, surtout connu en s'agissant des prénoms. Il y a des prénoms qui peuvent être portés par des hommes, par des femmes. Et il y a eu un très beau livre d'Amélie Nothomb qui s'appelle Les prénoms épicènes, il y a quelques années. On a eu pour le coup sur la réponse de cette question la vision politique de vous, Raphaël. Il y avait une vision individuelle. Donc une autre explication qu'on peut apporter, c'est d'interpréter en fait les oppositions à l'écriture inclusive comme étant des phénomènes de réactance. Alors, je vais expliquer ce concept. La réactance, c'est quand on a la sensation que notre liberté d'agir, de penser, elle est compromise. Donc typiquement, face à une campagne pour arrêter la cigarette, par exemple, eh ben, on peut avoir cette réaction très humaine de se dire je fais ce que je veux. Hein, voilà. C'est bien mon droit quand même. Comment ? Ou face à une campagne, pour revenir un peu dans les thèmes de mon podcast, face à une campagne ou une loi qui interdit les violences dites éducatives ordinaires, on peut se dire mais j'ai quand même le droit d'éduquer mes enfants comme je veux. Exactement. Bah ça peut typiquement être interprété comme un phénomène de réactance. Très Donc bien. ça, c'est une théorie qui a été poussée par un enseignant-chercheur en psychosocial qui s'appelle André Ndobo dans un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux visages de la discrimination. Il a essayé d'expliquer pourquoi, en fait, dans un contexte sociétal où on prône des valeurs d'égalité, où on a un arsenal juridique très fort qui lutte contre les discriminations, comment on peut expliquer qu'il y a encore des attitudes sexistes qui persistent, en fait. Et en fait, ce qu'il observe, c'est que ces attitudes, elles sont... Donc, pour maintenir sa liberté de penser, une personne qui aurait des attitudes sexistes va les présenter d'une manière plus déguisée, plus subtile, pour ne pas en fait subir le contre-coup du jugement moral de ses pairs. On peut l'appliquer aussi aux questions de discrimination raciale. Typiquement, la phrase très connue de « je suis pas raciste, mais » s'ensuit généralement des propos racistes. Bon, je fais un long détour pour expliquer en fait cette idée que parfois quand on s'oppose à l'écriture inclusive, ce qui se joue derrière, c'est plutôt un sentiment de privation de liberté par rapport à des opinions qui sont sexistes. Donc là, c'est à connecter du coup avec ce que Raphaël expliquait à l'instant, mais par exemple, ça peut être l'idée fondamentale que moi je pense pas finalement que les femmes devraient être pompières, je ne pense pas que des femmes devraient être directrices, je ne pense pas que des femmes devraient exercer tel ou tel poste prestigieux ou impliquant de la force ou qui casse finalement les stéréotypes de genre. Donc en fait, si je comprends bien, je vais essayer de dire ça avec mes mots, c'est la réactance sur ce sujet-là, ça serait une espèce de réaction de défense induite par des stéréotypes de genre qu'on a intériorisés, quoi. En fait, on peut dire que les personnes qui vont s'opposer le plus à l'écriture inclusive ont, en général, adhèrent plus fortement aux stéréotypes de genre, okay. Adhèrent à des valeurs plus sexistes. Et d'ailleurs, si je continue du coup sur d'autres explications psychologiques, c'est que du coup, le fait de se mettre à adopter une écriture inclusive quand toute notre vie on a été exposé à des termes masculins, ça peut impliquer un coût psychologique de conversion à cette nouvelle norme finalement égalitaire, enfin nouvelle, on a bien dit qu'elle n'était pas si nouvelle que ça, mais et du coup en fait on n'est pas égal et égaux face à ce coût de conversion. Ça va être plus difficile pour une personne qui justement d'un point de vue moral n'adhère pas aux questions, n'adhère pas aux valeurs d'égalité. Ça va être plus difficile justement d'adopter ce changement. Maintenant, une autre interprétation aussi, c'est que ce coût psychologique il peut être lié à des barrières pratiques. Ça peut être plus difficile de compenser justement ce contre-coup si on fait face à des difficultés techniques. Typiquement, j'ai pas de point médian sur mon clavier, comment je fais ? Je trouve pas tel mot féminin, comment je fais ? Du coup, tout notre travail à nous, c'est justement d'aller réduire faciliter justement cette conversion pour que il en coûte le moins possible aux personnes pour intégrer ces usages. Ok. Peut-être pour donner un exemple très concret, moi dans ce que j'observe par rapport à ce que vient de dire Clémentine, par exemple très souvent on a des femmes dans des positions de direction qui disent qui sont les plus ferventes contre l'écriture inclusive et qui s'appuient sur leur autorité de femme pour dire et pour montrer à leur environnement que
elles sont, bien que femmes, très opposées à ça. Et donc, on pourrait penser, moi très souvent, je me suis retrouvé face à des collectifs qui, emmenés par une femme, pensent qu'ils tiennent là l'argument massu pour me faire taire en disant, mais vous voyez bien, elle est, oui, ok, c'est la seule femme du COMEX, mais enfin, elle est quand même très opposée à l'écriture inclusive. Et en fait, c'est très intéressant parce que moi, ce que je réponds à ça, c'est que c'est la preuve de combien ça coûte de rappeler sa féminité dans un collectif et dans une norme qui est masculine. En fait, à l'échelle d'une femme individuellement, gérer sa féminité dans des positions de pouvoir, dans des carrières, etc., c'est évidemment l'objet de stratégie, de réflexion. Gérer sa masculinité aussi, mais gérer sa féminité, ça l'est en tout cas, on ne peut pas le nier. Et donc, en fait, à cet endroit-là, ce que ça vient surtout rappeler, c'est que rappeler sa féminité quand on est dans une position de pouvoir en tant que femme, ça coûte quelque chose. Et donc, il y a des femmes qui choisissent d'en payer le coût et de le gérer. Il y a des femmes qui choisissent de se fondre dans des usages qui sont préalablement masculins. Et ça, c'est une question de stratégie individuelle. Mais ça ne vient pas invalider la pertinence de l'écriture inclusive. Ça vient juste rappeler qu'en fait, si on pouvait bâtir une société où globalement ça ne coûtait pas d'être une femme dans une position de pouvoir, ce serait sans doute soulageant, y compris pour les femmes qui s'opposent à l'écriture inclusive. Je pense même que ce serait soulageant, soit dit en passant, pour les hommes qui auraient pu apporter la charge du générique et du masculin, mais c'est encore autre chose. J'aimerais bien ajouter sur ce sujet justement des femmes qui s'opposent à l'écriture inclusive, comme disait Raphaël. Donc déjà, c'est certainement parce que ça leur coûte en fait d'être, leur identité de femme dans un environnement qui favorise les hommes, ça implique des efforts supplémentaires. Mais justement, à l'inverse, eh bien, quand on va présenter à ces femmes une action en faveur de l'égalité, ça peut impliquer justement cette idée que ce serait un traitement de faveur qui serait fait aux autres femmes, puisque elles y sont arrivées sans qu'on mette en place des choses pour les y aider en fait. Donc il y a quand même des implications collectives à réfléchir par rapport à ça. Faut aussi rappeler que être femme ne veut pas nécessairement vouloir dire être féministe, que toutes les femmes ne sont pas forcément. Il y a d'autres caractéristiques sociales qui viennent se combiner à l'identité de femme, qui font que toutes les femmes non plus ne sont pas égales entre elles aussi dans le monde du travail. Donc voilà, l'écriture inclusive vient aussi favoriser l'égalité entre femmes à cet endroit. Ok. Je me rappelle aussi d'un échange qu'on a vu par rapport à ça et au fait que ce soit très individuel et aux situations et parfois même au métier. C'est l'exemple des avocats. C'est vrai que peut-être que le titre de maîtresse est plus difficile à porter dans la catégorie professionnelle avocat qu'à l'école. C'est hyper intéressant parce que ça montre que, en fait, il y aurait une position où maîtresse serait admise. C'est-à-dire que donc, maîtresse, c'est un mot qui est sexuellement connoté, ok ? Mais en fait, comme par hasard, il y a un espace qui est celui de l'enseignement où ça va, mais il y a un espace qui est celui du pouvoir juridique, où ça va pas. Et en fait, pourquoi ? C'est évidemment pas une question sémantique, c'est une question sociale. Ça vient dire des cultures d'entreprise, des cultures de secteur, etc. Et moi, j'ai observé de manière empirique que les résistances à la féminisation sont d'autant plus fortes dans des cultures, dans des métiers qui sont hyper patriarcaux dans leur code. Chez les avocats, il n'y a pas que le problème de maître et maîtresse, il y a aussi chers confrères. On voit cette aberration sémantique de femmes avocates qui, entre elles, se donnent du confrère. Parce qu'elles ont intégré le fait que pour être un bon avocat ou une bonne avocate, il fallait s'habiller d'habits d'homme. Moi, ce que je dis à ces femmes, c'est que je ne veux pas remplacer une injonction par une autre. Je ne veux pas leur dire « vous devez plus et vous devriez plutôt ». Parce que ça, c'est une question de liberté individuelle. En revanche, moi, je me donne comme projet politique collectif de faire en sorte que ça coûte moins cher aux femmes qui décideraient d'appeler chère consoeur une consoeur et chère avocate une avocate. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça permet de vraiment se rendre compte de toute la dimension, d'une part complexe et à la fois nuancée, et de l'implication individuelle, politique, sociale et collective de tous ces sujets. Je passe à la question suivante. Donc, bon, là, on a des gens qui étaient un peu agacés, visiblement, qui nous ont dit « est-ce qu'on peut arrêter avec ça ? C'est très lourd à lire. Quelle utilité de complexifier la langue ? On a déjà appris toutes les règles, pourquoi en inventer d'autres ?» Là, on peut simplement synthétiser tout ce qui a été dit avant. Certainement un peu de réactance qui se joue par ici. Mais aussi, on l'a dit, en fait, finalement, peut-être que l'écriture inclusive va complexifier nos représentations, d'une part, oui. C'est aussi le but d'enrichir nos représentations pour les rendre plus mixtes, plus diverses. Donc, en ce sens, on a une certaine complexification. Mais de l'autre, dans la pratique, on revient à des usages plus intuitifs, plus simples,
comme lui dit Raphaël. Les enfants le font spontanément. L'accord de proximité, c'est-à-dire accorder avec le mot le plus proche, c'est rester dans les usages. Je dis certaines étudiantes et étudiants, certains étudiantes et étudiants, bah voilà, je bloque davantage. Donc finalement, on retourne à quelque chose de plus simple. On a parlé de comment écrire. Pour le coup, c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu le fait de comment ça se prononce avec cette logique un petit peu qui est très pertinente de finalement ça vient un petit peu tout seul dans la logique, notamment avec les enfants. Mais on a quand même cette question, en lisant un texte écrit en inclusif, comment cela se prononce à voix haute. C'est vrai que certaines situations, notamment avec encore une fois ce fameux point médian, ça peut ne pas être forcément très évident. Alors, pour répondre à cette question, c'est assez simple. Donc, en fait, il faudrait présenter en fait cette technique du point médian comme juste une abréviation. On abrège un doublé. On abrège, par exemple, les étudiantes et les étudiants. Donc, quand je suis confrontée à ce texte avec marqué étudiant.es, je le prononce les étudiantes et les étudiants. Au même titre que si je vois un M, indice 2, je vais développer en mètres carrés. L'idée, c'est de venir développer. Par contre, ça soulève une autre question importante qui est celle des logiciels de synthèse vocale qui, à l'heure actuelle, ne sont pas codés, programmés pour arriver à faire cette déclinaison. Voilà, c'est juste l'occasion pour moi de rappeler que il faudrait faire évoluer ces outils pour coller à nos usages, plutôt que de considérer que c'est un frein en soi, parce que on met les technologies à notre service et pas l'inverse. Tout à fait. Une grosse question après en suivant. C'est vrai que celle-là, c'est quelque chose qui se pose souvent, notamment dans les milieux militants. Est-ce réellement possible d'inclure tout le monde ? Ça me permet de revenir sur la distinction que j'opérais tout à l'heure. D'abord, je ne sais pas si c'est possible. En tous les cas, ça doit rester une aspiration, ça doit rester un projet. Mais surtout, la question, c'est pas tant de savoir si les gens se sentent bien, mal, très peu, très bien, inclus ou non dans une langue. La question, c'est est-ce qu'ils se sentent bien, mal, très peu, très mal inclus dans la société. Et c'est ça qui nous importe. Donc en fait, la langue est un moyen de travailler sur le social. Il y a bien d'autres moyens de travailler sur le social en dehors de la langue. Il y a tout un programme de travail sur les discriminations ou les diversités qui permet de trouver le sujet, les sujets qui nous parlent et qui nous permettent de nous engager aussi au service d'une société qui permet d'inclure tout le monde. Je ne sais pas si c'est possible, mais je sais que ça doit rester une espérance, un horizon auquel on doit tendre. Ok, un chemin à parcourir, quoi. Du travail à faire. Non, mais on peut pas, en tous les cas, on peut pas construire de projet de société en se disant qu'on se coupe de manière définitive, même dans le projet d'une partie de la population. Je pense, pour faire une parenthèse, que l'un des trucs qui tue la société française et qui crée un sentiment de désespérance chez plein de gens, c'est quand on est jeune et qu'on habite en banlieue, c'est le sentiment d'être oublié de l'espérance collective, par exemple. Et je pense qu'en fait, au-delà de la question de savoir si c'est possible, si c'est souhaitable, si c'est simple, combien de temps ça prend, on ne peut pas construire de projet de société en faisant des croix sur des parties de la population, quelle qu'elle soit, parce que c'est mortel pour cette partie de la population, mais pour la société dans son ensemble. J'applaudis. Merci beaucoup pour cette réponse, Raphaël. Et enfin, une dernière question qui est, somme toute, assez logique aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ? Quelles sont les ressources existantes et accessibles ? Bon, je vais déjà moi donner un élément de réponse. Il y a cet épisode de podcast. Voilà. Après, je vous laisse prendre la suite. Eh bien, écoutez, on produit régulièrement des articles de blog à visée pédagogique et qui vulgarisent tout un tas de travaux scientifiques. Donc, sur le site de l'agence Mots-Clés, vous pourrez retrouver une rubrique spécialisée sur les questions d'écriture inclusive. Le site sera en description du podcast. Un certain nombre de structures se sont aussi dotées de chartes, de référentiels, de guides. Vous pouvez vous référer à notre propre manuel d'écriture inclusive, donc rédigé par Raphaël ici présent. Vous avez aussi le très bon guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l'égalité. Vous pouvez aller consulter par exemple une charte que je trouve très bien écrite qui s'appelle Échirol rédige pour l'égalité. Vous avez des métropoles comme celle de Grenoble qui ont aussi leur propre guide. Voilà, de plus en plus de structures posent leurs propres conventions en interne dont vous pouvez vous inspirer. On peut aussi non pas seulement chercher des référentiels, même si les référentiels ça rassure et ça aide, mais en fait ça peut être aussi mis au service de son propre cheminement, de sa propre réflexion.
Et c'est aussi ça la joie que procure les démarches relatives à l'écriture inclusive. C'est un moment de se rendre compte qu'on a intériorisé par un système de prescription scolaire, par des usages, etc., tout un tas de choses qu'il est possible de défaire, et en fait les défaire met au travail notre propre perception du réel, notre propre perception du monde qui nous entoure. Et en fait, ce cheminement, cette mise au travail, ça reste. Alors là, je ne parle pas de l'écriture institutionnelle, de l'écriture collective, mais quand on décide d'écrire à son médecin ou à sa médecine, puisqu'on féminin de médecin, c'est médecine, en fait, choisir le mot qu'on utilise, ça peut être aussi une manière de regarder le monde différemment. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être librement investigué. Tout à fait. Je trouve ça très, très intéressant, en effet, comme point de vue. Et puis, ça rejoint aussi l'expérience. Il y a beaucoup de parents qui m'écoutent, qui nous écoutent. Et ça rejoint aussi cette expérience aussi de parentalité qu'on connaît. Hein. Il n'y a pas un seul chemin sur le sujet. Pour l'écriture inclusive, ça peut être la même chose. Hein. Chacun son chemin, avec ses ressources aussi et avec ses aspirations. Vous faites tous les deux partie donc, de l'agence Mots-Clés. Cette agence, c'est quoi ces champs de compétences quelles sont vos activités exactement ? C'est une agence qui fait de la communication éditoriale et de l'influence. Donc, c'est-à-dire que globalement, le point qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui nous intéresse collectivement. On est une agence d'une 15aine de personnes. C'est comment les mots changent le monde. Et comment les mots changent le monde, ça nous amène à réfléchir et travailler sur plein de choses. À l'écriture inclusive, notamment, mais qui n'est pas un super sujet d'un point de vue entrepreneurial. C'est un sujet de société. Mais c'est pas, vous voyez, il n'y a pas des marchés publics d'écriture inclusive aujourd'hui. En France, il y en a un tout petit peu en Belgique, mais il y en a jamais en France. Et ça va aussi, par exemple, en ce moment, on a réalisé des livres pour des entreprises. On a travaillé sur de nouveaux mots qui désignent de nouveaux concepts. On travaille sur l'adoption de raison d'être, les statuts d'entreprise à mission. Le 6 mai, j'interviendrai dans une table sur l'usage des mèmes par la manière dont le monde marchand a récupéré à son propre profit un usage qui est un usage foncièrement subversif, qui est le même. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Moi, je me suis intéressé dans un autre moment de ma vie aux emojis aussi. Voilà, vous voyez, tout ce genre de choses, toutes les manières dont le langage est travaillé par les transformations de société et dont le langage met au travail la société, sont des questions qui collectivement nous passionnent et qui nous amènent à faire plein de trucs autour de cela, à partir de ce balcon original qui est de regarder le monde au prisme des mots. Ouais, Mots-Clés, c'est aussi un organisme de formation certifié. Donc, dans ce cadre-là, on propose des formations à la communication sans stéréotype de sexe. On avait tout à l'heure la question des enfants. Moi, je sais que ma fille, elle adore les cahiers d'exercice, les cahiers de vacances, les choses comme ça. Est-ce que, par exemple, travailler avec un éditeur sur un cahier de vacances ou un cahier d'exercice inclusif, c'est quelque chose qui est dans vos cordes ou... Mais je veux dire deux choses. D'abord, un éditeur ou une éditrice, Cédric. Oui. Ou une maison d'édition. Et après, surtout, c'est l'occasion, merci, parce que ça me permet de faire un clin d'œil à quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans les toutes premières années sur ce sujet, qui s'appelle Judith Vieille, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, qui est notamment la personne qui avait maquetté le premier manuel d'écriture inclusive et qui, elle, très vite, a dit, en fait, le sujet prioritaire, c'est de créer un passeport vacances de l'écriture inclusive pour les enfants. Je ne sais pas si c'est un projet qu'elle a ensuite développé, mais en effet, c'est une idée qui a été présente très tôt dans les réflexions de l'agence sur ce sujet. Après, vous savez, développer une agence, c'est aussi faire des choix en termes de priorité, de potentiel d'activité économique, etc. Donc, c'est un sujet qu'il est déjà assez difficile de porter économiquement pour pas se rajouter ce genre de choses. Mais enfin, s'il y a une maison d'édition qui nous écoute et qui est intéressée, ça me permettrait d'assouvir une vieille envie que de travailler sur un tel projet. Le message est passé. Merci beaucoup, Raphaël Haddad et Clémentine Autobruck, pour votre expertise et pour tous ces éclaircissements sur ce sujet si passionnant et qui, je l'espère, est devenu moins complexe pour celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.